J'ai reçu de Monsieur le Premier ministre une lettre demandant à l'Assemblée de statuer définitivement sur le projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Ceux qui souhaitent approuver le projet de loi le manifestent en levant la main. Je vous remercie. Épreuve contraire, le projet de loi est adopté. En adoptant ce matin ce premier projet de loi sur la décentralisation, le gouvernement s'est engagé dans une vaste réforme, un projet très ambitieux qui pourrait bien constituer l'une des grandes affaires du septennat. En effet, il s'agit ni plus ni moins, après des siècles de centralisme, de renverser complètement le rapport des forces entre l'État et les collectivités locales au profit de ces dernières, autrement dit au profit des élus. Et les changements même des mots, ainsi les préfets qui deviennent des commissaires de la République, montrent bien l'ampleur du changement. À l'époque, ça a été une véritable rupture qui se produisait après une très forte centralisation, des années de très forte centralisation, un début d'émancipation des collectivités locales et qui ne respirait plus. Et donc il y avait une aspiration forte, profonde, d'abord portée par les élus et assez rapidement partagée par la population au nom d'un vieux principe qui est qu'on gouverne bien de loin et on administre mieux de près. Une France responsable, c'est aussi un pays qui doit désormais enraciner l'unité de la République dans la diversité et la responsabilité de ses collectivités locales. Il y a des Jacobins et il y a des Girondins. Les uns ressortent de certaines aspirations, de certaines tendances à conserver un passé nostalgique mais révolu. D'autres, au contraire, se tournent résolument vers l'avenir pour plus de progrès et plus de justice. Le préfet, qui s'appellera le commissaire du gouvernement, et qui restera un préfet. Le préfet va disposer à l'avenir de beaucoup plus de pouvoir que dans le passé. En effet, le préfet avait une double fonction. Il était le représentant de l'État, mais dans ce domaine, sa compétence était limitée. Et le représentant du département vis-à-vis de l'État. En ce qui concerne son rôle de représentant de l'État, il va désormais être le véritable responsable de tous les services ministériels installés dans le département. Alors est-ce que vous ne reprenez pas d'une main ce que vous donnez d'une autre? J'ai toujours dit, dans toutes les discussions, qu'il fallait que ceci soit équilibré. La décentralisation et une très large déconcentration. Car il faut que l'État reste un État unitaire, c'est ce que le gouvernement a toujours dit, et le préfet, en devenant le représentant de l'ensemble du gouvernement, de chacun des ministres, et en étant, je m'excuse du mot, qui vous étonnera peut-être, le patron de la direction départementale de l'équipement, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de toutes les directions ministérielles qui étaient dans le département, qui autrefois envoyaient les dossiers à Paris pour qu'ils soient traités et que les décisions soient prises. Le préfet étudiera les dossiers et prendra la décision sur place. Il sera un homme fort, puisqu'il représentera l'ensemble des services ministériels. Désormais, les élus seront libres. Libres d'exercer pleinement leur mandat. Libres de prendre leurs responsabilités sans entrave. Comme le veut la Constitution de la République, vous êtes chargé de la décentralisation à l'intérieur de l'État. Agir autrement, c'est transgresser la Constitution. Mais, Monsieur Debray, nous sommes entièrement d'accord, et je ne propose rien
dans le texte qui est soumis à l'Assemblée qui puisse laisser supposer que le gouvernement veut faire passer la France d'une constitution unitaire ou d'une conception unitaire à une conception fédérative. Si Nelly Comernia regarde avec fierté le collège de Bonnat dans la Creuse, c'est qu'elle a quelques raisons. Tout d'abord, c'est elle le maire de cette commune rurale. Ensuite, ce collège lui a coûté 5 ans de démarches, de réunions, pas moins de 10 kilos de rapports et laissé le souvenir de belles bagarres. Nous sommes même allés avec les parents d'élèves jusqu'à envahir, entre guillemets, mais c'était bel et bien un envahissement du Conseil général de la Creuse, afin de nous faire entendre du préfet de l'époque qui ne voulait vraiment rien savoir. Des pratiques qui devraient disparaître en même temps que le contrôle a priori de l'administration sur les élus locaux. Alors, avec d'abord un mot tout de même sur la philosophie de ce texte, le but est de rapprocher l'administration des citoyens et de rompre avec une concentration excessive des pouvoirs. Les 3 plus grandes villes françaises, Paris, Lyon et Marseille, seront administrées à la fois par un conseil municipal et également par des conseils d'arrondissement. Les maires de ces 3 villes le resteront effectivement, puisqu'il n'est plus question, comme il l'avait été à un moment, de créer des communes de plein exercice. Les maires conservent également, et c'est très important, le pouvoir fiscal. Alors la nouveauté, eh bien, c'est donc la création de ces conseils d'arrondissement dont les pouvoirs ne sont pas négligeables puisqu'ils auront des moyens financiers qui leur seront accordés par la commune et également un pouvoir de décision pour les équipements publics. Rencontrer le pouvoir politique, c'était très compliqué, il y avait vraiment un fossé. Les mairies de secteur ont permis ce rapprochement entre l'instance politique locale du territoire, donc le maire, ses adjoints, ses élus, ses conseillers d'arrondissement, et la population. C'est une relation directe. Ici, dans le 2e et 3e arrondissement, moi je reçois toutes les semaines la population. Donc, mes élus sont en lien direct également avec les gens du quartier. Donc la décentralisation, la proximité, je pense, a été la plus grande avancée dans la vie politique de France, en ce qui concerne les 3 villes concernées, bien sûr, Paris, Lyon, Marseille. Et puis le regard également de la politique, des citoyens, parce que quand vous avez affaire directement aux élus, ça permet d'avoir également une opinion, un avis peut-être un peu différent de gens qu'on ne rencontre jamais, qu'on ne voit jamais, mais qui décident pour vous. Marseille, à l'inverse de Paris et Lyon, concernés par la loi PLM, ne bénéficie pas de la gouvernance, par exemple des écoles, ou par exemple de la propreté. On a un pouvoir assez limité. Mais c'est la décision du maire de Marseille qui n'a pas voulu se décharger de certaines prérogatives. Donc c'est dommage, nous le revendiquons depuis la création d'ailleurs, depuis la création des mairies de secteur, pouvoir agir au-delà des dossiers quotidiens, pouvoir intervenir. Il aurait été idéal, par exemple, d'avoir la gestion des cantonniers, parce qu'on est au fait tous les jours. On nous sollicite tous les jours. C'est la mairie de secteur que l'on vient voir quand il y a un problème. Et donc moi, je regrette qu'il y ait des services qui ne sont pas gérés par nous directement. Donc je l'ai dit, la propreté, mais uniquement sur le cantonnement, ou les petits travaux de voirie. Quand on a un trou sur la chaussée, eh bien, aujourd'hui, il faut intervenir auprès des services de la communauté urbaine. Hier, c'était auprès des services de la ville. Mais c'est vrai que les procédures, l'instruction des dossiers
est long, on perd beaucoup de temps et je pense qu'on perd en efficacité. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il y a une mutation des quartiers. On voit la Joliette, on voit Dunkerque, on voit la ZAC Saint-Charles qui évolue. Ça, la mairie de secteur est très très présente sur les discussions, dans la concertation, l'information, et on défend la position. Moi, je défends la position des habitants par rapport à ce qu'ils pensent des propositions qui sont faites sur l'aménagement. Formidable atout que peut être Euro-Méditerranée doit d'abord bénéficier aux gens du territoire, tout en accueillant bien sûr des nouveaux arrivants qui font que les quartiers évoluent. Dans le 3e arrondissement, on vient de très 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 loin. Le maire de Marseille l'a reconnu au moins à 3 reprises, puisque je l'ai entendu dire à 3 reprises lors de l'inauguration qu'en effet c'est un arrondissement qui avait été abandonné. C'est une réalité. Depuis des années, moi j'ai énormément œuvré avec l'équipe d'élus qui m'accompagne sur la réalisation d'équipements publics de proximité, sur les plateaux sportifs donc de Saint-Mauron. On a refait stade sportif de Félix Piat il y a quelque temps, l'équipement sportif de Saint-Mauron. On travaille actuellement sur le Châtelier. On a créé quelques petits jardins, donc à Burel, qui n'existaient pas. On a repris l'ensemble des petits espaces qui étaient en friche pour en faire des petits jardins. Donc je pense au jardin de la Belle de Mai, aux EVA. On a créé le jardin national, même si on a des problèmes de gestion. Là aussi, c'est un gros problème, la gestion des espaces publics, pour lequel les maires de secteur ne sont pas habilités, n'ont pas le pouvoir, n'ont pas les moyens de gérer. Je ne parle pas de l'entretien, je parle de la gestion. Et ça, c'est un vrai problème à Marseille. Voilà, donc c'est le gardiennage des espaces publics. Et puis, on a énormément œuvré sur l'aménagement du territoire en termes de réalisation de logements. On a beaucoup travaillé sur la résorption d'habitat insalubre. Donc, on a créé 3 écoles depuis quelques années. Alors, c'est bien, c'est pas assez, parce que justement, on vient de loin, je considère qu'on rattrape un retard, mais on a encore pas mal de chemin à faire. Le maire de secteur, et je pense que c'est vrai pour l'ensemble des maires de secteur, connaissent chaque rue, presque les odeurs des quartiers, de certaines... Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la famille, qui nous est très familier. On est chez nous. Notre secteur, c'est notre famille.